Bonjour, bonjour, bonjour. Vous pouvez nous dire où vous êtes par la même occasion? Île d'Oléron, Angoulême, Bordeaux, Biarritz. Ah voilà. En plus, ça nous permet de voyager. Poitiers, Montpellier, La Rochelle, Arcachon, Bayonne, Montpellier. Montpellier, super. Montpellier, oui, là, il y a un truc. Je ne savais pas qu'on avait annexé l'Occitanie. Il ne faudra pas le dire, hein. Non. Cahors, Bordeaux, Poitiers. Il est juste 10 heures, donc on a un petit peu de temps. On va laisser les retardataires, Voilà. ceux qui essaient de se connecter. Mios, je connais Mios, c'est dans les Landes. Non, Mios, c'est en Gironde. Ah bon? C'est avant le bassin d'Arcachon. Ah ok, d'accord. Gironde, oui, très bien. Merci de corriger. Alors nous, la question vient d'être posée. Moi, je suis à Niort. Et toi, Agnès, tu es à Bordeaux, là? Oui, Dans les locaux de- juste à côté de Bordeaux, à Talence. D'accord. Non, à Villeneuve-d'Ornon, en fait, même présentement. Ceux qui connaissent. Ça continue. Donc, on va encore attendre un petit peu. Agnès, est-ce que tu vois, toi, le nombre de personnes inscrites? Alors, pour l'instant, enfin, inscrites de participants, pour l'instant, 318. 300, okay. Ça monte là. 320. Okay. Les personnes arrivent là rapidement. 330. On va attendre quelques. Oui, bien sûr. Tant que ça monte régulièrement. Ah, Saint-Jean-de-Luz. La Rochelle encore coûtera Garonne-Pau. 10 années à côté de Pau. Ah. Il neige? Comment ça, il neige? Qu'il y ait de la grêle peut-être, mais la neige, je ne suis pas sûr. Hein. Je sais pas. Saint-André de Sémillon. Maritime. Sarlat. Bonjour, bonjour. Donc ça continue à arriver, mais on n'est pas en retard, tout va bien. Bonjour Sonon. On est à 350. Donc, pour votre information, vous êtes 734 inscrits au départ. Je ne suis pas certain forcément que tout le monde se connecte. Bon, il y en a qui s'inscrivent pour pouvoir le voir en replay si ils n'ont pas l'occasion d'être disponibles ce matin. D'être présent en direct, oui. Ouais. Il y a des déserteurs, c'est vrai. L'avantage du replay. Voilà. En gagne. Les Landes. Corrèze. Bergerac. Il est 10h04. Ah, je réponds à la question après, sur le document. Oui. Alexandra, notre modératrice préférée, va répondre à ces questions-là. Sarlat. Okay. Île d'Oléron.
Alexandra, il y a un mail de confirmation qui, enfin, quelqu'un a dit que ça ne fonctionnait pas. J'ai aperçu vite fait là. On va laisser peut-être les autres participants nous rejoindre. Il est 10h05, donc je propose que nous commencions. Agnès, si tu es d'accord? Ok. Écoute, ça on est à 395. Ça continue de monter. Allons-y. Voilà, ça c'est une bonne initiative. Allez. Allez, ouais, c'est parti. Donc bonjour à toutes et bonjour à tous. Agnès Nardon et moi-même sommes très heureux de vous accueillir pour ce webinaire sur la micro-entreprise. En introduction, donc, je voudrais vous donner quelques informations utiles et nécessaires. Tout d'abord, vous dire que nous ne vous voyons pas. Vous nous voyez, mais on ne vous voit pas, et pour cause, hein, puisque vous êtes normalement 700 inscrits, déjà 350 ou 400 personnes qui sont connectées, donc on ne vous voit pas. Pour autant, on peut communiquer. Il vous suffit, comme vous le faites actuellement pour nous dire que vous arrivez sur le webinaire, par chat, de nous poser les questions. On ne pourra pas répondre à toutes les questions parce qu'à chaque fois, il y a de très, très nombreuses questions. On essaiera de répondre à un certain nombre d'entre elles, notamment quand elles reviennent régulièrement, s'il y a plusieurs d'entre vous qui posent les mêmes questions. On essaiera d'y répondre. On ne répondra pas aux questions qui sont plutôt d'ordre personnel, c'est évident. Et en revanche, d'ores et déjà, je vous encourage, pour ceux qui n'auraient pas les réponses aux questions qu'ils vont nous poser, de vous inscrire sur notre site adi.org pour la journée porte ouverte du 3 juin. Ainsi, vous pourrez avoir un interlocuteur privilégié et prendre le temps de poser vos questions et d'avoir toutes les réponses utiles. Voilà. Ce que je voulais vous dire également qui me semble important, c'est que, outre le chat, le document qui est projeté en ce moment vous sera adressé intégralement et vous pourrez également nous retrouver en replay. Donc, il n'y aura absolument aucune difficulté pour que tout ce qui aura été dit et vu aujourd'hui, vous puissiez le retrouver. Voilà. Alors, normalement, j'ai la main, on va le savoir tout de suite. Yes! Donc, voici le programme qu'on vous propose. Tout d'abord, donc, on va vous faire une petite présentation sommaire, rapide, mais utile aussi de l'ADI et de l'URSSAF. Puis, on va définir ce qu'est la micro-entreprise. On regardera ensuite les caractéristiques au travers de son régime social et de son régime fiscal de cette micro-entreprise. Nous déterminerons ses avantages et puis ce que nous avons appelé les limites, parce qu'il y a bien quelques inconvénients quand même. Puis, de façon très concrète, on verra comment ça marche. Et puis, à la fin, on vous donnera quelques conseils pratiques. Première chose, donc, comme je l'ai dit, hop, j'avance. Une petite présentation de chacun d'entre nous. Donc, moi, je m'appelle Alain Deloumeau, ça s'affiche sur votre écran. Je suis bénévole à l'ADI. Nouvelle-Aquitaine, qu'est-ce que l'ADI? L'ADI, donc, comme ça vous est indiqué, c'est une association nationale, loi 1901, reconnue d'utilité publique. Ah, voilà. Alors là, il y a quelque chose qui se passe. Je voudrais juste revenir ici, pas du tout. Voilà, sur l'ADI. Donc, association donc reconnue d'utilité publique qui a été créée il y a très longtemps maintenant, ça fait 34 ans que nous avons été créés. Les principales missions, elles apparaissent donc sur votre droite. C'est tout d'abord de financer des porteurs de projets de création d'entreprises et de financer les personnes qui ont des problématiques de mobilité professionnelle et qui, c'est important dans les deux cas, ont accès au crédit bancaire. Ensuite, l'ADI a un rôle d'accompagnement des entrepreneurs en amont de la création pour étudier et valider le projet, puis pendant la création par l'accompagnement aux démarches administratives, notamment par exemple l'immatriculation ou l'ouverture du compte à l'URSSAF, et enfin en aval, c'est-à-dire post-création, on est là pour optimiser les chances de succès en faisant notamment du coaching. Enfin, troisième mission de l'ADI, celle qui apparaît donc, qui s'appelle « Contribuer ». L'ADI est un interlocuteur des pouvoirs publics pour tout ce qui touche à l'environnement du microcrédit, à la création d'entreprises et à l'insertion. Alors, c'est quoi un microcrédit ? On s'adresse à de la micro-entreprise. C'est quoi un microcrédit ?
à l'ADI? Eh bien, l'ADI intervient dans des projets de création dont le budget ne dépasse pas 20 000 euros. À l'intérieur de cela, nous finançons jusqu'à 12 000 euros sur 36 mois avec une possibilité d'un différé de 3 mois. Différé, donc ça signifie que pendant les 3 premiers mois, vous ne payez pas vos échéances, vous ne payez que après, vous ne payez que les intérêts. L'ADI ne prend pas de garantie réelle, elle demande la plupart du temps une caution limitée à la moitié du montant du prêt. Le crédit peut être complété par des prêts d'honneur ou des primes diverses, à l'exemple, pour ceux qui en ont déjà entendu parler, des primes PITI, qui est la prime pour l'inclusion par le travail indépendant, ou des primes spécifiques pour les personnes qui sont dans des quartiers prioritaires de la ville. Enfin, comme j'ai déjà fait allusion, dans la mission de l'ADI, il y a un programme de formation spécifique à la création d'entreprise qui s'appelle « Je deviens entrepreneur ». Et nous réalisons également donc des missions d'accompagnement, des missions de coaching. Je ne peux pas parler de l'ADI sans parler de l'un de nos partenaires essentiels, qui est la région, pour vous dire que ces actions que nous menons le sont grâce au soutien de la région Nouvelle-Aquitaine. C'est grâce à son soutien financier que nous pouvons réaliser les opérations de sensibilisation à laquelle vous participez ce matin, mais également les formations. Je parlais de « Je deviens entrepreneur » tout à l'heure. Ce sont des formations qui sont gratuites pour les créateurs d'entreprises. Si elles sont gratuites, il y a quand même un coût parce qu'il y a des supports pédagogiques et des gens qui interviennent et c'est la région qui le prend en charge. Mais la région, c'est aussi grâce à son soutien que nous pouvons réaliser de l'accompagnement de projets via le microcrédit et assurer un suivi post-création qui peut aller jusqu'à 3 ans après la création d'entreprise, ce qui n'est quand même pas rien. Après cette présentation de l'ADI, chère Agnès, je te donne la parole. Bonjour à tous. Donc, effectivement, merci Alain. L'URSSAF, ce qu'il faut que vous sachiez, si on doit garder 1 ou 2 missions pour aujourd'hui, en fait, c'est qu'à partir du moment où vous allez créer votre activité, que vous allez devenir chef d'entreprise et que vous n'aurez plus, que vous n'êtes plus salarié en même temps ou que vous n'avez plus les aides de Pôle emploi, le jour où vous n'avez plus que cette activité-là, eh bien, c'est vous qui constituez votre propre protection sociale de façon globale. Et donc, l'URSSAF a une mission principale, c'est d'encaisser toutes les cotisations et les contributions sociales de tous les salariés du régime général, mais d'un grand nombre de travailleurs indépendants également, et surtout de savoir les reverser en moins de 5 heures auprès des organismes qui vous verseront les prestations sociales, que ce soit pour la santé, la famille, la retraite, les allocations familiales, etc. On y reviendra plus tard. Parmi les missions, il y a aussi une mission de contrôle qui a une double casquette, je dirais, qui a le fait de pouvoir garantir l'équité entre les différentes entreprises, bien évidemment, mais aussi une mission de prévention pour vous sensibiliser aux dangers qu'il peut y avoir à ne pas vous déclarer, avec malheureusement avec des conséquences soit immédiates, à travers, bien sûr, s'il y a un contrôle, des amendes, des choses comme ça, mais surtout des conséquences qui peuvent être immédiates ou ultérieures sur vos prestations sociales. Là aussi, on y reviendra, mais d'où l'importance vraiment de respecter l'ensemble de vos déclarations. Merci Agnès. Bien, eh bien, entrons dans le vif du sujet qui nous intéresse ce matin, la micro-entreprise. Donc, la micro-entreprise, tout d'abord, je dois dire que ce n'est pas un statut, mais c'est plutôt un régime d'exploitation individuelle d'une entreprise. Et ce régime d'exploitation individuelle a un impact, une incidence sur le régime d'imposition et la couverture sociale de l'entrepreneur. La micro-entreprise, c'est presque un régime universel, c'est-à-dire que pratiquement tout le monde peut choisir ce régime, que ce soit des étudiants aux salariés, des retraités aux demandeurs d'emploi ou encore des personnes bénéficiant des minima sociaux. Il y a cependant quelques exclusions qui ne permettent pas d'exercer en micro-entreprise. Ces exclusions sont pour l'essentiel liées à certaines activités réglementées ou régies par des codes particuliers. À titre d'exemple, on ne peut pas exercer en micro-entreprise le métier d'infirmier, le métier de médecin ou d'avocat, ni d'expert comptable, qui sont régis par des réglementations particulières, tout comme on ne peut pas choisir ce régime pour des activités artistiques rémunérées par des droits d'auteur. On ne peut pas exercer non plus d'activités agricoles en micro-entreprise. Les choses évolueront peut-être, mais pour l'instant, toutes les activités qui sont régies par le régime de la mutualité sociale agricole ne permettent pas d'être exercées en micro-entreprise. On ne peut pas exercer d'activité de marchand de biens ou d'agent immobilier en micro-entreprise non plus.
Ça peut paraître beaucoup d'exceptions. En fait, elles sont très limitées puisque toutes les autres activités peuvent être exercées en micro-entreprise. À titre d'information, pour revenir sur une actualité récente, vous avez dû lire ou entendre qu'en 2021, la France a battu son record de création d'entreprises avec 996 000 créations d'entreprises, ce qui est un chiffre absolument colossal. Et bien sur ces 996 000 créations d'entreprises, il y avait 640 000 création d'entreprises en micro-entreprise, c'est-à-dire 65% des créations. C'est donc un modèle totalement plébiscité. Agnès, si tu veux bien nous parler des interlocuteurs du micro-entrepreneur. Bien sûr. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir du moment où vous êtes artisan, commerçant ou profession libérale dite non réglementée, vous allez avoir 3 interlocuteurs. L'URSSAF pour déjà pour éventuellement vous inscrire sur le site auto-entrepreneur.ursaf.fr et pour payer vos cotisations, faire vos déclarations, échanger avec nous. Le site, je reviens vraiment dessus, c'est vraiment auto-entrepreneur.ursaf.fr. C'est le seul qui est gratuit, vraiment, où on ne va pas vous demander d'adhésion, de paiement. C'est aussi le seul qui est vraiment officiel. Donc, n'hésitez pas, faites bien attention sur le site sur lequel vous allez. Et en plus, nous mettons énormément d'actualités sur ce site-là, des fiches pratiques. Donc, n'hésitez pas à aller le consulter. Au niveau de l'assurance maladie, l'avantage, c'est que vous allez rester à la caisse primaire d'assurance maladie à laquelle vous êtes affilié aujourd'hui. À l'assurance maladie, vous avez peut-être déjà un compte amélie.fr. Si vous ne l'avez pas, n'hésitez pas à le créer. Il y aura juste une mise à jour en fait de votre carte vitale qui se fera à un moment donné. Un jour, vous irez dans une pharmacie, puis votre carte vitale sera mise à jour. Il y aura pas de souci. À partir du moment où vous n'avez plus que cette activité comme activité professionnelle. Bien évidemment, si vous créez une activité d'auto-entrepreneur, mais que vous restez salarié en parallèle, il faudra bien le déclarer d'ailleurs, on vous le demandera dans la déclaration d'activité. Et dans ce cas-là, vous resterez affilié comme vous l'êtes aujourd'hui. Ça sera exactement la même chose d'ailleurs pour la retraite, puisque la retraite, vous allez également rester à l'assurance retraite, à la CARSAT, si vous connaissez mieux ce nom. Et si vous n'avez pas encore de compte sur l'assurance-retraite.fr, je vous engage à le faire, surtout si vous avez eu une activité de salarié auparavant. Ça vous permet de faire un état des lieux, de bien vérifier si tous les… Pardon, excusez-moi. J'ai un petit souci de voix aujourd'hui. Ça vous permet de vérifier si tous les trimestres de retraite que vous avez validés jusqu'à aujourd'hui sont bien inclus dans votre relevé de carrière. Et si ce n'est pas le cas, ça sera toujours plus facile de vous retourner vers vos employeurs aujourd'hui que si vous attendez des dizaines d'années, parce que le risque, c'est que les employeurs n'existent plus à ce moment-là. Et puis, si vous avez une activité libérale dite réglementée, dans ce cas-là, vous aurez les 2 premiers organismes qui seront les mêmes, URSSAF et Assurance Maladie. En revanche, pour la caisse de retraite, ce sera la CIPAM. Cela concerne en fait une vingtaine de professions. Ça va des architectes aux psychologues, aux guides conférenciers, aux moniteurs de ski, c'est assez hétéroclite. Donc, vous avez toute l'entièreté en fait de ces professions qui sont indiquées sur nos sites, bien évidemment. Merci Agnès. Donc j'espère que ta voix va pouvoir tenir jusqu'à la fin de ce webinaire. Ce serait dommage. On va maintenant regarder les caractéristiques comme présentées dans le sommaire. On va regarder maintenant les caractéristiques pour pouvoir bénéficier de ce régime particulièrement avantageux de la micro-entreprise. Agnès, je suis désolé de te remettre à contribution. Ok. Ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, l'auto-entrepreneur, micro-entrepreneur, j'ai vu déjà beaucoup de questions là-dessus, c'est exactement la même chose, c'est simplement une question d'appellation qui a changé en cours de route. Vous l'avez vu d'ailleurs, nous on a gardé le terme auto-entrepreneur pour notre site internet. La seule chose par contre, c'est que juridiquement, c'est une entreprise individuelle et que le régime fiscal, par contre, lui, c'est bien le régime fiscal de la micro-entreprise. Ça, on n'a pas le choix, c'est comme ça. Et ce régime fiscal, en fait, il a plusieurs principes fondamentaux. C'est qu'on va raisonner en chiffre d'affaires. Ce chiffre d'affaires,
il va être maximum de 176 200 € pour une activité de vente de marchandises ou de fabrication et de vente. Et ce sera 176 200 € pour une année civile complète. Ça veut dire que si vous commencez en cours d'année, eh bien, vous aurez une proratisation de ce montant de chiffre d'affaires. Pour les autres activités, c'est 72 600 €. Ça, c'est pour les prestations de services ou les professions libérales qui sont éligibles à l'activité d'auto-entrepreneur. Vous pouvez très bien avoir une activité mixte, c'est-à-dire avoir une activité de vente et une activité de prestation de services. Dans ce cas-là, ça sera 176 200 € maximum, dont 72 600 € au titre de l'activité de prestation de services. Ensuite, le deuxième principe de ce régime, c'est qu'on est en franchise de TVA. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'allez pas facturer la TVA à vos clients, mais vous n'allez pas la récupérer non plus sur les achats que vous allez faire. Et cela jusqu'à certains seuils qui malheureusement ne sont pas les mêmes que le chiffre d'affaires. Donc en fait, il faudra bien faire attention. Jusqu'à 94 300 € pour les activités de vente, vous pourrez facturer sans TVA. Et dès le jour où vous dépassez ce montant de 94 300 €, vous serez obligé de facturer de la TVA à partir du premier jour du mois au cours duquel vous dépassez ce montant-là, en sachant qu'il y a une tolérance pendant 2 ans entre 85 800 € et 94 300 €. C'est-à-dire que si vous ne dépassez pas les 94 300 €, vous pouvez rester dans cet entre-deux pendant 2 ans, mais au-delà de cette période, vous serez obligé de facturer de la TVA à vos clients, mais vous pourrez la récupérer sur les achats que vous ferez. C'est la même chose pour les prestations de services, sauf que là, c'est 36 500 € et l'entre-deux, c'est entre 34 400 et 36 500 €. Une fois que vous avez passé ces seuils, c'est plutôt une bonne nouvelle en fait, parce que ça veut dire que ça fonctionne bien. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous allez facturer la TVA à vos clients, donc il faudra demander un numéro de TVA intracommunautaire au service des impôts des entreprises. Et ce que vous allez facturer à vos clients, ça s'appelle de la TVA collectée. Et par contre, en revanche, vous pourrez récupérer à partir de ce moment-là la TVA sur les achats que vous allez faire. Et ça, c'est de la TVA déductible. Donc, dans ce cas-là, ce que vous allez reverser à l'administration fiscale, c'est la TVA collectée moins la TVA déductible. Et le résultat de sa soustraction, en fait, c'est cela que vous reversez à l'administration fiscale. Et puis, ce qu'il y a aussi dans les grands principes, c'est que vous ne pouvez déduire aucune charge et vous n'amortissez pas le matériel. Ensuite, j'ai vu tout à l'heure dans les questions, là, je ne peux pas les suivre en même temps, mais à partir du moment où vous n'encaissez pas de chiffre d'affaires, vous ne payez pas de cotisation. Donc, c'est vraiment en fonction du chiffre d'affaires que vous allez encaisser que vous paierez des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu. Oui. Voilà, sur cet aspect, le temps que tu puisses boire pour ta gorge, sur cet aspect, donc, même si vous avez fait une facturation, tant qu'elle n'est pas encaissée, vous ne la déclarez pas comme étant du chiffre d'affaires réalisé. Absolument, c'est un avantage pour les auto-entrepreneurs, c'est-à-dire que selon vos activités, il y a bien sûr des activités où vous faites votre prestation, vous êtes payé tout de suite. Donc là, il n'y a pas de problème, vous déclarez bien évidemment votre chiffre d'affaires. En revanche, et c'est le cas souvent quand on travaille avec des entreprises, vous pouvez faire une facture aujourd'hui, par exemple, et être payé que dans 30 jours ou quelquefois un peu plus longtemps, à 60 jours. Eh bien, en fait, vous allez attendre d'avoir encaissé votre chiffre d'affaires pour le déclarer. Ça vous permet en fait de ne pas faire l'avance du paiement des cotisations et de préserver votre trésorerie de cette façon. Voilà. Je propose qu'on regarde sur le paiement des charges et des impôts les taux. Et Agnès, je vais encore te mettre la contribution pour faire ce petit commentaire sur les taux. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que vous apercevez plusieurs taux. Ce qu'il y a, c'est que quand on crée une activité, dans certains cas, on peut bénéficier d'aide. C'est l'ACRE, l'aide à la création, à la reprise d'entreprise. Alors, même si Alain y reviendra plus tard, on va en parler dès maintenant. Ce qu'il faut savoir, c'est que spécifiquement pour les auto-entrepreneurs, il faut faire partie d'un certain nombre de bénéficiaires
pour pouvoir bénéficier de cette aide qui en fait sera un abattement de 50% du taux de cotisation entre le moment où vous créez jusqu'à la fin du 3e trimestre suivant. C'est pour ça que, par exemple, si là on est en mai, si vous créez aujourd'hui, eh bien, vous pourrez bénéficier de ce taux réduit de 50% jusqu'au 31 mars 2023. Si vous attendez de créer le 1er juillet, par exemple, eh bien, ce sera jusqu'au 30 juin 2023. Donc, si on commence en janvier, en avril, en juillet et en octobre, ce sont des débuts de trimestre, on a pratiquement un an de taux réduit à 50%. Si on commence en cours de trimestre, eh bien, ça peut être diminué de 1, 2, 3 mois. Alors, s'il n'y a rien qui vous oblige à créer en fin de trimestre, par exemple le 25 juin, que vous pouvez attendre le 1er juillet, il vaut mieux attendre. Par contre, si le 25 juin, vous êtes obligé de signer un contrat ou si vous avez des clients comme ça, vous n'attendez pas, tant pis, vous perdez 1 ou 2 mois, mais ce n'est pas grave, il ne faut pas perdre les clients. Surtout ça, c'est le problème. Et du coup, pour ceux qui peuvent bénéficier de l'ACRE, ça va être principalement les demandeurs d'emploi, indemnisés ou en cours d'indemnisation avec les délais de carence au début, ou non indemnisés, mais inscrits depuis au moins 6 mois au cours des 18 derniers mois auprès de Pôle emploi. Ce seront aussi les personnes qui sont au RSA ou à l'ASS. Ce seront aussi les personnes de moins de 26 ans ou les personnes de moins de 30 ans reconnues handicapées, ou encore les personnes qui habitent et qui vont domicilier leur activité dans un quartier prioritaire de la ville. Voilà, principalement les personnes qui auront droit à cette exonération de taux de cotisation. Et pour en bénéficier, au moment de la création de votre activité, il faudra compléter un formulaire qui s'appelle donc l'ACRE, l'aide à la création à la reprise d'entreprise, et l'adresser avec les justificatifs, notification Pôle emploi ou les bulletins du RSA, etc., les adresser à partir du site auto-entrepreneur.ursaf.fr. Dans la partie créer, vous avez non seulement le formulaire que vous pouvez remplir en ligne, vous devez l'imprimer après, le signer, le scanner pour nous l'envoyer, et vous avez aussi un lien pour adresser ce formulaire avec les justificatifs qui est juste en dessous. Et ça doit se faire au moment de la création de votre entreprise. Et à partir de ce moment-là, eh bien, vous pouvez donc bénéficier de ces taux, c'est-à-dire dans un premier temps, vous serez à 6,4% si vous êtes en vente ou en fabrication en vente, à 11%, que vous soyez en prestation de services, en bénéfices industriels et commerciaux, les fameux BIC ou BIC, ou en prestation de services ou profession libérale non réglementée en BNC, en bénéfices non commerciaux donc. Et si vous exercez une activité qui relève de la CIPAV, ce que je disais tout à l'heure, là vous serez à 12,10%. Auquel il faudra ajouter pour la contribution à la formation professionnelle 0,10 pour les commerçants, 0,20 pour l'ensemble des professions libérales. Je vois qu'il y a il y a eu un petit changement et qu'on n'a pas modifié cela, on le fera pour vous envoyer le document. Et 0,30% pour les artisans qui seront ajoutés à chaque fois au taux de cotisation. Une fois que vous aurez passé l'exonération ACRE, vous voyez, vous avez les taux qui sont juste à côté, on passera 50%, donc on passera au double, c'est-à-dire à 12,8% pour la vente, à 22% pour l'ensemble des prestations de services ou professions libérales non réglementées, et à 22,20% pour les professions libérales qui relèvent de la CIPAV, auquel on ajoutera toujours ce taux de contribution à la formation professionnelle. Et éventuellement, selon le cas, si vous avez opté pour le versement libératoire, qu'Alain va vous expliquer tout à l'heure, parce qu'on a dans l'auto-entreprise, on a la possibilité de payer l'impôt sur le revenu en même temps que les cotisations, mais ce n'est pas forcément intéressant. C'est pour ça que c'est vraiment important de bien faire des simulations avant pour savoir si ça vous concerne ou pas. Eh bien, on rajoutera ce taux de cotisation. Si vous n'optez pas pour ce versement libératoire, les impôts seront calculés quand vous ferez votre déclaration annuelle. Et dans ce cas-là, autant si vous le payez en même temps que les cotisations, les taux qui vous semblent très faibles, et c'est le cas, mais ils sont calculés sur l'ensemble de votre chiffre d'affaires, alors que si vous n'optez pas pour ce versement libératoire, avant de calculer votre impôt, les impôts feront ce qu'on appelle un abattement pour frais professionnels. Et c'est là où c'est dans votre prévisionnel, ce sera important de voir quel est le pourcentage de vos frais
savoir s'ils sont au-dessus ou en dessous de ce pourcentage-là, eh bien, les impôts feront un abattement de 71% si vous êtes dans la vente, de 50% en prestations de services, en bénéfices industriels ou commerciaux. Et pour l'ensemble des bénéfices non commerciaux, ils feront un abattement de 34% avant de le réintégrer dans l'ensemble de vos revenus de votre foyer fiscal pour calculer réellement l'impôt que vous paierez sur cette activité professionnelle en tant qu'auto-entrepreneur. Merci Agnès. Et bien justement, revenons sur les obligations fiscales. Le micro-entrepreneur bénéficie donc d'un régime d'imposition simplifié. On l'a dit pour les charges, il en est de même pour les impôts. Il déclare ses revenus dans la catégorie soit des bénéfices industriels et commerciaux, dans la rubrique micro-BIC pour les activités commerciales et artisanales, bénéfices non commerciaux, c'est-à-dire les micro-BNC pour les activités libérales, autres et pour ceux qui ignorent ce que sont les BNC, on peut y retrouver des consultants, des géomètres experts, des formateurs, des psychologues, etc. Donc, ce sont tous ceux qui ne sont pas en activité dite commerciale. Alors, comment ça se passe, ce régime d'imposition de droit commun? Le revenu imposable est calculé donc à partir de votre chiffre d'affaires et après un abattement forfaitaire, ce qui signifie qu'on ne peut pas faire de déduction. La question a été posée tout à l'heure en chat et j'ai répondu. On ne peut pas faire de déduction, c'est-à-dire par exemple déduire ses achats. Non, c'est à partir du chiffre d'affaires réalisé. Donc, on est en charge, donc on ne peut pas faire de réduction de charges réelles ou pratiquer des amortissements sur du matériel. Il faut déclarer dans la rubrique adéquate le chiffre d'affaires sans abattement. C'est l'administration fiscale qui se chargera elle-même de faire le calcul. Donc, les abattements, ils sont les suivants. Je les répète parce qu'ils sont conséquents et c'est là où le régime de la micro-entreprise est particulièrement intéressant. Pour les achats-reventes en bénéfices industriels et commerciaux, donc le montant du forfait dit des charges est de 71%, ce qui fait que, en fait, le bénéfice imposable est revenu tirés par le micro-entrepreneur ne sont plus que de 29% de son chiffre d'affaires. Pour les autres activités de BNC, c'est 50% pour le forfait et donc une imposition dite des revenus à hauteur de 50%. Et enfin, pour les bénéfices non commerciaux, les architectes, je l'ai dit, j'en ai donné quelques-uns, les géomètres experts et les consultants, c'est 34% donc de forfait, ce qui fait là, en revanche, une imposition sur la base de 66% des revenus. Aucune déduction de charges réelles ni amortissement de matériel donc n'est possible dans ce régime fiscal. Il existe donc cependant une option, bien d'accord avec Agnès et je vais la développer un petit peu. Le micro-entrepreneur peut, sous certaines conditions, opter pour un versement libératoire de l'impôt qui s'effectue alors en même temps que le paiement des cotisations sociales. En même temps que vous allez faire votre déclaration de chiffre d'affaires, eh bien, seront prélevées vos charges, mais également votre impôt si vous avez fait ce choix. Les conditions pour en bénéficier donc consistent à ne pas dépasser certains plafonds. En 2020, le quotient familial pour une personne seule doit être inférieur ou égal à 25 710 €. Je rappelle que la référence est toujours N-2, l'année N-2. Donc en 2022, il ne faut pas que les revenus de 2020 soient supérieurs pour une personne en quotient familial à 25 710 € ou 51 420 € pour un couple sans enfant, c'est-à-dire 2 personnes, 2 parts, ou encore 64 275 avec un enfant ou 77 130 avec 2 enfants. Le montant de ce prélèvement libératoire donc, est un pourcentage du chiffre d'affaires et il s'acquitte en même temps que les cotisations sociales. Il est de 1% pour les activités de vente de marchandises, les fournitures de denrées et prestations d'hébergement. Par exemple, j'avais la question tout à l'heure, les chambres d'hôtes sont assujetties à ce 1% si l'option est retenue. 1,7% pour les autres prestations de services commerciaux ou artisanales, 2,2% pour les professions libérales. Petite astuce, on vous a mis ici un lien important. Il existe un simulateur officiel aux impôts, sur le site des impôts, qui permet de faire ces simulations de l'imposition du micro-entrepreneur. Donc, vous le trouverez en ligne. On vous encourage très très fortement, avant d'opter pour l'un ou l'autre, c'est-à-dire le forfait ou la déclaration sur votre déclaration de revenus en BIC ou BNC, de faire et d'utiliser ce simulateur pour savoir si vous avez intérêt ou non à opter.
Comment opter donc pour ce versement libératoire? À quel moment doit-on le faire? Une fois que le micro-entrepreneur s'est assuré que la formule du versement libératoire lui est plus favorable que la déclaration, pour en bénéficier, il doit en faire la demande à l'URSSAF au plus tard le 30 septembre de l'année en cours pour en bénéficier à compter du 1er janvier de l'année suivante. Il en est de même pour dénoncer l'option. Ce n'est pas une option complètement irrévocable, vous pouvez y revenir. Et pour les nouveaux micro-entrepreneurs, ils peuvent exercer cette option au moment de la déclaration d'activité, avec une possibilité de revenir sur ce choix au plus tard, jusqu'au dernier jour du 3e mois de la création d'entreprise. Agnès, les prestations sociales, beaucoup de choses à dire. Oui, effectivement. Alors, juste, je réponds, je viens de voir, les kinésithérapeutes, non, ne peuvent pas, aucun praticien auxiliaire médical ne peut être, je réponds juste à cette question parce que malheureusement, on le sait, et il y a même des plateformes qui vous poussent à devenir auto-entrepreneur dans ces cas-là. Quand j'appelle praticiens auxiliaires médicaux, ce sont les médecins, les chirurgiens dentistes, les masseurs kinésithérapeutes, les infirmières, les orthoptistes, les orthophonistes, les sages-femmes, les pédicures podologues. Ces personnes-là font partie des praticiens auxiliaires médicaux avec un régime très particulier et vous ne pouvez pas être auto-entrepreneur parce que vous avez encore une caisse de retraite qui est encore différente de la CIPAV et du coup, c'est pas possible. Les art thérapeutes, oui, je viens de le voir passer juste vite fait. Les art thérapeutes, oui, ça c'est possible. Alors, au niveau des prestations, je vous le disais tout à l'heure, vous allez payer des cotisations et des contributions sociales. C'est pas pour rien. C'est ça qui va vous permettre d'être couvert pour quand vous êtes malade ou quand il vous arrive quelque chose. Simplement par rapport aux prestations que vous aviez quand vous étiez salarié, il y a un certain nombre de prestations qui seront exactement les mêmes, mais d'autres qui seront différentes. Et c'est pour cela qu'on essaie de vous sensibiliser à l'importance, en fonction de votre activité, de prendre des compléments de protection sociale si l'activité auto-entrepreneur est votre seule activité. Alors, pour celles qui sont exactement les mêmes, ça va être quand vous allez chez le médecin, quand vous achetez des médicaments, quand vous êtes hospitalisé. Eh bien, tout cela, quel que soit votre statut, la base de remboursement de la sécurité sociale est exactement la même. Pour les allocations familiales, c'est exactement la même chose, c'est universel aussi, c'est-à-dire que ça va dépendre de la constitution de votre foyer et des revenus du foyer globalement. Au niveau de la retraite de base, je dis bien la retraite de base parce que vous le savez, vous ne le savez pas, mais du coup je vous le dis, quand on cotise pour la retraite, on cotise pour une retraite de base et pour une retraite complémentaire. Et la retraite complémentaire, elle va être différente en fonction du fait quand vous êtes salarié, que vous soyez cadre ou non cadre. Par exemple, il y aura des points supplémentaires. Eh bien, quand on est travailleur non salarié, et quel que soit, je dirais, le statut, c'est le cas pour vous en tant qu'auto-entrepreneur, mais c'est le cas aussi pour une société où la personne serait non salariée dans sa société, eh bien, les travailleurs non salariés sont toujours considérés comme des non-cadres. Donc, ça veut dire que même si vous gagnez énormément d'argent, eh bien, vous cotiserez toujours sur des cotisations de non-cadres. Donc, autant pour la retraite de base, le calcul de la cotisation va être exactement la même que la réforme qu'on connaît aujourd'hui pour les artisans, les commerçants et les professions libérales non réglementées. C'est un peu différent pour les professions libérales réglementées. C'est-à-dire que ça va être calculé sur 50% du revenu moyen de vos 25 meilleures années. Ça, c'est la réforme que l'on connaît aujourd'hui. Autant pour la retraite complémentaire, ce sera, comme je vous disais, différent. Au niveau des indemnités maternité ou paternité, là, on est vraiment à égalité avec les salariés. On a même un petit plus, puisque pour les mamans qui auraient un bébé, alors il faut des conditions, hein, bien évidemment, mais pour les mamans qui auraient un bébé en tant qu'auto-entrepreneur, eh bien, vous avez la possibilité d'avoir une allocation forfaitaire de repos maternel complémentaire qui équivaut à un mois du plafond de la sécurité sociale. Donc, en ce moment, c'est un peu plus de 3 400 €, qui est versée une partie au 7e mois de la grossesse et une partie à la naissance du bébé. Voilà, ça c'est pour ce qui est à peu près la même chose. Pour
ce qui n'est pas du tout la même chose, et c'est quand même important, on a les indemnités journalières. Pourquoi ce n'est pas la même chose? Parce qu'en fait, quand on est salarié, on les calcule sur les 3 derniers mois du salaire, de ce qu'on a cotisé. Quand on est non salarié, c'est sur les 3 dernières années. Donc, vous voyez, si vous avez des activités qui démarrent doucement et que vous êtes marié et que vous êtes malade, pardon, la 3e année, si les 2 premières années sont des années avec des petits chiffres d'affaires, forcément, vos indemnités journalières vont être assez basses. Et donc, c'est pour cela qu'on vous conseille de prendre une prévoyance en plus, puisque la prévoyance n'est pas prévue de façon obligatoire pour l'ensemble des travailleurs non salariés, pour venir compléter en fait ces indemnités journalières. Ensuite, il y a les accidents du travail où là, historiquement, il n'y a pas de cotisation obligatoire pour les travailleurs non salariés, quel que soit le statut. Pour autant, c'est une assurance volontaire que l'on peut prendre auprès de la caisse primaire d'assurance maladie. Vous verrez les liens d'ailleurs sur notre site à partir de nos diaporamas pour faire une demande de contrat. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même des activités qui sont très accidentogènes et malheureusement, ça n'arrive pas qu'aux autres. Alors, on pense bien sûr aux bâtiments, mais il y a aussi des maladies professionnelles. Je pense aux coiffeurs, je pense aux esthéticiennes, je pense aux personnes qui font beaucoup de déplacements en voiture. Donc, il faut vraiment se poser cette question-là. Pourquoi? Parce que même si vous avez gagné de l'argent et que vous avez droit à des indemnités journalières maladie, ce ne sont pas du tout les mêmes montants que quand vous êtes couvert pour l'accident du travail ou les maladies professionnelles. Et il y a des prestations complémentaires qui peuvent aussi être prises en charge. Au niveau de la formation professionnelle aussi, tout à l'heure j'en ai parlé, vous avez vu, les taux sont quand même très faibles et ça, c'est vraiment une contribution, quel que soit le cas, qui coûte pas cher et qui peut vraiment être intéressante. Pourquoi? Parce que ça vous permet, grâce à cette contribution que vous allez payer, de pouvoir avoir une aide financière si vous souhaitez suivre une formation. Alors aujourd'hui, vous connaissez votre CPF, votre compte personnel de formation que vous avez acquis en tant que salarié avec, c'était l'ancien DIF qui a été converti en euros. Vous avez encore peut-être de l'argent sur ce compte CPF, c'est très bien. Si vous souhaitez suivre des formations qui sont homologuées par le CPF, eh bien, vous pouvez bien évidemment prendre de l'argent dessus. En revanche, vous aurez un compte différent. Pour l'instant, il n'y a pas encore eu de fusion pour votre activité indépendante parce que très souvent, les formations plus techniques, je dirais, ne sont pas prises en compte dans le CPF. Et là, vous allez avoir des organismes spécifiques. Donc, ça sera le FIF-PL, FIF-PL, si vous êtes profession libérale. Ce sera l'AGFICE, AGE-FICE, si vous êtes commerçant, et le FAF-CEA, FAF-CEA, si vous êtes artisan. Et ça, il faut vraiment que vous puissiez en bénéficier si vous souhaitez suivre des formations. Et enfin, la mutuelle santé, elle n'est pas prévue non plus comme aujourd'hui, vous savez, dans les entreprises, il y a une obligation pour l'employeur de mettre en place une mutuelle santé pour l'ensemble de ses salariés et d'en prendre d'ailleurs une partie à sa charge. Et bien là, il faudra que vous preniez une mutuelle santé. Alors, bien évidemment, si aujourd'hui vous en avez déjà une, si vous êtes couvert par quelqu'un d'autre, si vous êtes encore en portabilité par rapport à votre ancienne activité salariée, vous pouvez toujours, bien évidemment, soit la conserver selon le cas, soit aller au bout de la portabilité. Et après, il faudra que vous preniez une mutuelle complémentaire pour venir compléter les remboursements justement de la sécurité sociale. Merci Agnès, c'est vraiment très, très, très complet. Il y a beaucoup de questions qui sont posées, on ne pourra pas répondre à toutes les questions. Je le répète, pour un je vais répondre là, comme ça va le faire. Je vais faire IFPL pour les... Par rapport aux acronymes que tu as donnés. Alors, vous les retrouvez avec les liens dans nos diaporamas. AGFICE pour les commerçants et FAF. CEA pour les Ils ont chacun des sites internet, donc vous allez les trouver très, très facilement.
Très bien. On va continuer par les avantages. C'est ce qu'on avait dit dans notre sommaire, que nous allions continuer par expliquer ce. Alors, l'avantage et la simplification, c'est vraiment autant, je dirais, on dit toujours l'auto-entrepreneur, c'est super facile, etc. Je suis d'accord une fois qu'on a créé. Par contre, faites bien attention avant de créer. Ça se prépare comme une entreprise classique. Il faut faire une étude de marché, il faut faire un prévisionnel, il faut déterminer vos prix de vente, il faut savoir que cette activité, elle est faite pour vous rapporter de l'argent aussi. Il faut que vous puissiez en vivre. Donc, toutes ces étapes pré-déclaration d'activité, c'est vraiment important. Et il faut bien faire attention quand vous faites votre déclaration d'activité à faire attention à un certain nombre aussi de paramètres dans la déclaration pour ne pas cocher des cases en se disant bon, c'est pas grave, je la coche. Non, toutes les cases ont une importance et après, ça peut avoir des conséquences derrière. Donc, une fois qu'on a créé, effectivement, ça devient beaucoup plus simple, notamment les obligations comptables où en fait, il n'y en a pratiquement pas, c'est réduit au minimum. On a un livre recettes et un livre dépenses. Par contre, ça vous permet de faire des petits points de gestion au fur et à mesure, de savoir où vous en êtes. Donc, c'est important quand même de le tenir. Oui. De la même façon, en ce qui concerne les cotisations sociales, elles sont forfaitaires du chiffre d'affaires et il n'y a pas de minimum. C'est important, ce qui signifie que pas de chiffre d'affaires, pas de cotisation. Mais aussi, dans certains cas, Agnès y a fait allusion précédemment, quand il n'y a pas de chiffre d'affaires et qu'il n'y a pas de charge, ça veut dire aussi que certaines prestations peuvent ne pas exister, voire être réduites. Donc, attention. En ce qui concerne les obligations comptables qui sont réduites au minimum, quand même pour mémoire, il faut bien comprendre que prendre un expert comptable, il y a un coût. Faire faire un prévisionnel avec un expert comptable, il y a un coût également. Faire une étude de marché par la CCI, il y a un coût. Donc, c'est véritablement un avantage que de pouvoir s'installer en micro-entreprise. Mais il n'en demeure pas moins qu'un certain nombre de choses, Agnès l'a dit, doivent être réalisées, notamment le prévisionnel ou l'étude de marché. Pour cela, rapprochez-vous quand même des CCI ou rapprochez-vous de l'ADI, parce qu'il y a la possibilité de faire des prévisionnels, par exemple, qui ne vous coûtent rien en fonction des données que vous-même vous percevez et que vous avez envie de mettre en avant, soit pour faire de la vente, soit pour faire de la prestation. Mais ne partez pas quand même à l'aveugle, il faut toujours se fixer des objectifs et on est là pour vous accompagner et pour vous aider. Alors, sur le test du marché, voilà. Oui, alors bien sûr, je l'ai déjà dit, hein, l'étude de marché, c'est important, mais cette activité auto-entrepreneur, ça peut être aussi un moyen de le tester, ce marché, d'être un tremplin, de commencer par cette activité, par votre activité en tant qu'auto-entrepreneur, même si vous ne souhaitez pas y rester, même si vous avez la possibilité d'y rester toute la vie si vous restez dans les chiffres d'affaires permis, mais ça peut être idéal pour le tester, ce marché. Et si vous voyez que ça se développe bien, eh ben, peut-être éventuellement, selon le cas, passer à une entreprise avec un autre régime fiscal qui sera le régime du réel, ou de passer en société si cette activité permet de créer une société, ou si vous souhaitez vous associer avec quelqu'un. Voilà. Autre avantage, c'est pas de TVA. Pas de TVA, ça veut dire un avantage concurrentiel en matière de chiffre d'affaires, puisque si vous faites de l'achat-revente et que votre TVA est à 20%, ça veut dire que votre prix par rapport à un concurrent est réduit de 20%, ce qui donc représente un avantage certain. Indépendamment de cela, faire de la déclaration de TVA, ça peut aussi, pour certains, paraître assez lourd, entre la façon dont on récupère la TVA sur les achats qu'on a réalisés et ensuite déclarer la TVA qu'on a soi-même encaissée. Il y a un petit peu de formalisme à respecter et il y a un petit peu de rigueur. Le fait de ne pas être assujetti à la TVA représente donc par conséquent un véritable avantage. Enfin, et on y reviendra un peu plus en détail à la fin, vous le verrez, il n'y a pas de frais d'immatriculation obligatoire. Il y a 3 CFE, il existe toujours 3 centres de formalité des entreprises, la CCI, la CMA et l'URSSAF. Dès lors que vous faites votre immatriculation en ligne, il n'y a pas à supporter de frais. Vous n'aurez des frais que si vous faites des modifications ensuite dans le temps, parce que vous vous êtes trompé ou parce que vous avez véritablement des modifications à apporter. Voilà donc pour ce qui concerne les avantages. S'il y a des avantages, eh bien, il peut y avoir aussi, alors des inconvénients, c'est peut-être un peu violent que de parler d'inconvénients, mais en tout cas quelques limites. Si vous êtes micro-entrepreneur,
votre responsabilité vis-à-vis de vos dettes professionnelles est dite illimitée. En cas de difficulté avec vos créanciers professionnels, vous engagez votre patrimoine personnel et professionnel, à l'exception de votre résidence principale, qui reste insaisissable. Vous pouvez, pour y faire face, faire une déclaration d'insaisissabilité de vos biens non affectés à l'exploitation ou opter pour le statut de l'EIRL. Pour information, et c'est très important, pour information, une nouvelle loi non encore promulguée vient d'être votée par le Parlement où on trouvera, entre autres, l'insaisissabilité de tout le patrimoine personnel et non pas seulement la résidence principale. On attend les décrets d'application et les circulaires qui vont bien sur ce sujet-là. C'est certainement une question sinon de jours, peut-être de semaines, mais donc il y a une évolution importante qui va permettre de protéger tout le patrimoine personnel du micro-entrepreneur. Le régime qui n'a pas toujours bonne image, Agnès. Oui, pardon. Alors, effectivement, excuse-moi, j'étais en train de répondre aux questions. C'était beaucoup le cas au début de l'auto-entreprise où un certain nombre de personnes disaient c'est un peu un gadget, cette auto-entreprise, etc. Bon, je pense que ça a quand même beaucoup évolué. Malgré tout, il y a encore des personnes qui considèrent que avoir une auto-entreprise, selon l'activité, en tout cas, parce que pour certaines activités, ça pose plus de problème, mais selon l'activité, ça peut poser encore un petit problème d'image de marque par rapport à certaines personnes qui souhaiteraient travailler avec vous ou dans le cadre de réponse à des marchés publics, par exemple. Voilà, ça peut être un désavantage, ça l'est quand même de moins en moins, mais c'est vrai que ça existe encore. Voilà. Au titre des inconvénients également, pas de récupération de TVA, ça peut être regrettable, lorsque notamment il y a de très très forts investissements, de gros investissements au départ, investissements qui sont lourds et qui, dans vos factures, la TVA représente des montants importants, vous n'avez pas la possibilité, si vous n'en avez pas fait le choix, de la récupérer. Mais, et c'est important, vous avez tout à fait la possibilité d'opter pour la TVA. Par principe, c'est pas de TVA, mais vous avez la possibilité, même si vous êtes en dessous des plafonds que nous avons évoqués tout à l'heure, je les rappelle, 14 300, qui est le seuil de tolérance pour les activités d'achat-revente, et 36 500 avec le seuil de tolérance pour les activités de services et les professions libérales. Même en dessous de ces montants-là, vous avez la possibilité, sur le site des impôts, de demander à être assujetti à la TVA. Alors, Agnès, si il y a des cas où cette activité auto-entrepreneur, eh bien, c'est pas une bonne idée pour vous parce que ça va pas être rentable et le fait de pas pouvoir déduire de charges, de pas pouvoir amortir de matériel, ça va être un problème. C'est le cas notamment si vous êtes obligé dès le départ de faire beaucoup d'investissements ou dans du matériel ou de vous installer dans des locaux qui forcément vont avoir un coût. Et si ce coût est très important, eh bien forcément votre rentabilité, elle va être fortement réduite puisque vous ne pouvez pas déduire ces montants de location d'un local, par exemple, de votre chiffre d'affaires. Donc, il est vrai que si vous avez beaucoup de charges fixes, je le disais tout à l'heure, mes fameux 34, 50 ou 71%, si vous voyez que déjà dès le départ, vos pourcentages de frais sont supérieurs à ces pourcentages-là, c'est même pas la peine d'y penser. Il faut déjà passer sur un régime réel avec une comptabilité très différente, avec vraiment une comptabilité d'entreprise où là, il faudra vous faire aider, qui sera un peu plus complexe, mais qui, si c'est le cas pour vous, sera beaucoup plus rentable de le faire de cette manière-là. Merci Agnès. Autre chose, et on en a parlé à plusieurs reprises, pour valider des trimestres de retraite, les micro-entrepreneurs doivent cotiser un minimum chaque année. Et comme le montant de ces cotisations dépend directement du chiffre d'affaires réalisé, si celui-ci est nul ou trop faible, il ne permet pas aux micro-entrepreneurs de valider des trimestres. Et j'en veux pour preuve, pour vous donner une petite idée de ce que sont ces montants de chiffre d'affaires, les trimestres donc de retraite de base. Pour 2022, les montants ne sont pas connus à l'heure où on vous parle pour les commerçants, les artisans et les professions libérales non réglementées.
En revanche, pour les professions libérales réglementées adhérentes à la CIPAV, qui est donc la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse des professions libérales, les montants sont ceux indiqués. On les a indiqués pour que cela vous donne une petite idée, parce que c'est quand même assez proche de ce qui probablement sera ensuite affiché pour les artisans ou les commerçants, même si les montants ne sont pas connus à l'heure qu'il est. Pour valider le trimestre, pardon Agnès ? Ouais, excuse-moi. Juste, la seule chose, c'est que malheureusement, effectivement, on ne les a pas. Si on fait des louches très larges, je pense qu'aujourd'hui, malgré tout, on peut peut-être dire que si vous êtes dans la vente, alors c'est très très large et voilà, c'est à prendre avec parcimonie. Voilà. Si vous êtes à 24-25 000 euros, je pense que ça sera un peu moins, mais voilà, en vente, vous devriez pouvoir valider vos 4 trimestres de retraite. Si vous êtes aux alentours de 14-15 000 pour les bénéfices industriels et commerciaux en prestation de services, vous devriez être à peu près dans les clous pour valider 4 trimestres de retraite. Et pour les bénéfices non commerciaux, on va dire aux alentours de 10-11 000. La seule chose, c'est que soit vous êtes près de la retraite et vous voulez créer une activité auto-entrepreneur vraiment pour valider les derniers trimestres, et là, il faut vraiment que vous preniez contact avec l'assurance retraite, avec la CARSAT, pour qu'ils puissent faire une étude vraiment en fonction par rapport à votre cas, ou les appeler directement. Mais aujourd'hui, malheureusement, la réglementation, on n'a rien de sûr. Donc, c'est pour ça qu'on est obligé avec Alain de vous dire cela. Ce n'est pas très confortable, ni pour vous, et malheureusement, vraiment, et pour nous non plus, pas trop, parce que on aimerait vraiment avoir la même chose que pour la CIPAF, pouvoir vous donner vraiment les montants exacts. Absolument. Et donc, lorsqu'on est nous-mêmes interrogés, on est obligé de vous renvoyer vers la CARSAT, notamment, pour déterminer ces montants. Toujours donc dans ce qu'il est utile de savoir concernant la micro-entreprise, et c'est un rappel, hein, on en a parlé, mais je pense qu'il faut enfoncer le clou. En 2022, donc, et sous certaines conditions, le micro-entrepreneur peut bénéficier durant 4 trimestres, compris le trimestre de création, de l'aide à la création ou à la reprise d'entreprise, donc l'ACRE. D'où l'importance, Agnès l'a dit et j'insiste un peu, de débuter autant que faire se peut, bien entendu, son activité plutôt en début de trimestre civil pour bénéficier de 4 trimestres pleins. Ce serait vraiment dommage que de commencer tout à fait en fin de trimestre civil parce que ça fait un trimestre de grillé. Cette aide consiste donc en une exonération partielle de charges sociales, dite exonération de début d'activité. On a parlé des conditions, Pôle emploi, les minima sociaux, être un jeune de moins de 26 ans ou bien reconnu handicapé, faire partie d'un quartier prioritaire de la ville. Il y a plein d'autres conditions. Agnès en a énuméré d'autres également tout à l'heure. J'insiste, il s'agit de ne réaliser qu'une seule de ces conditions et non pas toutes ces conditions-là, bien entendu. Une seule suffit. Ce qui, là aussi, est un avantage, à mon sens, pour la micro-entreprise, parce que de fait, pratiquement tout le monde a droit à l'ACRE. La seule condition pour ne pas pouvoir en bénéficier, c'est lorsque vous créez une nouvelle activité, mais que vous avez déjà, dans les années passées, notamment moins de 3 ans passés, déjà bénéficié de cet avantage. Vous ne pouvez pas en bénéficier une seconde fois. Alors, juste avant de continuer, et tu disais presque tout le monde y a droit, j'ai vu dans les questions, il y a des personnes qui sont salariées, et là, malheureusement, les salariés ou les retraités qui souhaiteraient créer une activité pour venir compléter n'ont pas le droit. C'est vrai. N'ont pas le droit à l'ACRE. C'est principalement cela. Au niveau de vos prestations, on en a déjà parlé, hein, bien évidemment, en fonction du chiffre d'affaires que vous allez encaisser, en fonction des cotisations que vous allez avoir à payer, eh bien, vous allez pouvoir bénéficier de prestations, que ce soit de la caisse primaire d'assurance maladie, de la caisse d'allocation familiale, ou encore pour ceux qui sont plus près de la retraite, de calculer votre pension de retraite. Mais cela, il y aura aussi ce qui vous accompagnera plutôt tout au long de votre activité, c'est pour les indemnités journalières de sécurité sociale, les IJSS, qui sont calculées, comme je vous le disais tout à l'heure, sur les 3 dernières années, sur une moyenne des 3 dernières années, en fonction de ce que vous avez cotisé. Et du coup, c'est pour cela, parce qu'on sait que pour les auto-entrepreneurs, parce que pour les autres statuts, il y a des minima.
Pour les auto-entrepreneurs, il n'y a pas de minima. Donc, malheureusement, si votre activité, pour X raisons que ce soit, ne fonctionnait pas, parce qu'il y a des activités qui mettent du temps à démarrer ou qui mettent beaucoup de temps à être prêt à ce que vous soyez payé. Ça peut être le cas, par exemple, quand vous êtes intermédiaire pour des ventes immobilières, vous réceptionnez que de la commission. Ça peut prendre des mois et des mois. Par contre, ça peut se déclencher très rapidement après aussi. Eh bien, malheureusement, si vous avez 0 de chiffre d'affaires, vous aurez aussi 0 d'indemnité journalière. D'où cette importance d'avoir des compléments, mais qui ne pourront pas être au-delà. Donc, ce n'est pas parce que vous avez un complément de prévoyance que vous aurez forcément des indemnités journalières. Il y a un certain nombre d'organismes qui peuvent vous proposer des forfaits pour les auto-entrepreneurs. Donc, renseignez-vous bien, faites plusieurs devis avec plusieurs organismes. C'est comme pour tout, on fait plusieurs devis pour savoir celui qui est le mieux adapté à son cas personnel. Très bien, merci Agnès. Alors, les entreprises sont également soumises à ce que nous appelons la cotisation foncière des entreprises. C'est l'ex-taxe professionnelle. J'ai répondu à une question tout à l'heure dans le chat à ce sujet. Cette cotisation foncière des entreprises, CFE, elle est due à partir de la 2e année d'activité. Seules les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 5 000 € annuels en sont exonérées. Mais il existe également d'autres exonérations en fonction de l'activité. C'est l'exemple également qui m'a été demandé là tout à l'heure en chat pour les activités comme des chambres d'hôtes. Le taux de la cotisation foncière des entreprises est fixé par les communes et son taux est déterminé à partir de la valeur locative du bien immobilier qui est affecté à l'entreprise. Ce qui signifie que chaque commune pratique son taux et donc nous n'avons pas la possibilité, même quand nous faisons des simulations pour préparer des prévisionnels, on ne peut pas connaître à l'avance le montant de la cotisation. Il faut s'adresser à la commune sur laquelle vous avez désigné, la commune que vous avez désignée comme siège de votre entreprise pour connaître le taux et calculer à ce moment-là votre cotisation foncière des entreprises. Je continue par quelque chose qui est également important et qui fait l'objet régulièrement de questions, c'est l'ouverture du compte bancaire. Le compte bancaire professionnel n'est pas obligatoire, tout comme un compte dédié à l'activité, mais il est fortement conseillé. Cependant, dès lors que votre chiffre d'affaires durant 2 années consécutives est supérieur à 10 000 €, dans ce cas-là, l'ouverture d'un compte dédié, un compte bancaire dédié à votre activité professionnelle est obligatoire. C'est l'article 39 de la loi PACTE de 2019. En tout état de cause, même si donc un compte dédié n'est pas obligatoire lorsque vous réalisez moins de 10 000 € de chiffre d'affaires, on vous encourage très fortement à avoir un compte dédié. Un compte dédié non professionnel, ça peut être simplement un second compte personnel. Ce n'est pas donc forcément un compte professionnel avec la tarification qui va avec. La déclaration de chiffre d'affaires, Agnès. Alors, votre déclaration de chiffre d'affaires, je voudrais juste intervenir sur plusieurs choses. Lorsque vous êtes demandeur d'emploi et que vous bénéficiez d'allocations de retour à l'emploi, c'est-à-dire que Pôle emploi vous verse des allocations tous les mois, il faudra absolument, c'est dans mes petites cases obligatoires où il faut vraiment faire attention, il faudra absolument que vous preniez la déclaration mensuelle. Vous avez le choix entre mensuel et trimestriel. Autant quand on est salarié, autant quand on n'a pas de versement de Pôle emploi, on peut choisir ce que l'on veut. Moi, j'aime bien le mensuel parce que ça vous oblige aussi à faire un petit acte de gestion tous les mois. Mais pour les demandeurs d'emploi indemnisés, ça, c'est vraiment, je dirais, presque une obligation parce que Pôle emploi va vous demander un justificatif tous les mois. Et donc, il va falloir que vous leur produisiez ce justificatif avec le montant de chiffre d'affaires que vous avez encaissé pour qu'ils puissent faire l'équilibre entre ce que vous avez droit en général comme allocation quand vous ne gagnez rien et faire un équilibre si vous avez gagné de l'argent, un peu comme si vous aviez eu un job pendant quelques heures ou quelques jours. Donc ça, c'est vraiment la déclaration mensuelle, elle est très, très importante. Il faut vraiment faire attention à cela. Après, pour la déclaration elle-même, quel que soit le montant, que ce soit à 0 ou que ce soit un chiffre d'affaires positif, il faudra absolument déclarer. La déclaration est obligatoire. Et vous pourrez le faire soit sur auto-entrepreneur.ursaf.fr
ou sur l'appli mobile auto-entrepreneur URSSAF. Vous avez juste à déclarer votre chiffre d'affaires et nous, on vous calcule le montant des cotisations. Après, vous pouvez payer soit par télépaiement, soit par carte bancaire. Le télépaiement, l'avantage, c'est que en fait, vous êtes toujours débité à la fin de l'obligation de déclaration. La carte bancaire, ben, ça dépend de votre contrat avec votre organisme bancaire. Soit c'est un débit immédiat, soit c'est un débit différé, mais juste avant la fin du mois en général. Donc, à vous de choisir ce que vous préférez pour le faire. Et vous aurez des alertes aussi pour que vous n'oubliez pas de déclarer. Soit si vous déclarez via le site Internet, ben, ce sera un mail qui vous sera adressé. Si vous passez par l'appli mobile, vous avez la possibilité de faire des alertes dans votre calendrier. Donc, vous voyez, aucune excuse d'oublier de faire cette déclaration qui est obligatoire. Je voudrais, avant de passer aux indications sur les factures, répondre, parce qu'il y a beaucoup de questions sur les comptes bancaires. La première question, celle qui est apparue là à plusieurs reprises, c'est de savoir s'il y a des banques en particulier. Il n'y a pas de banque en particulier. Le mieux, c'est d'interroger votre propre banque pour savoir si vous pouvez obtenir un compte bis, un compte de particulier, donc, mais un second compte pour pouvoir faire vos opérations. Généralement, votre banque va accepter et elle n'a pas vraiment de raison de refuser. Et si jamais d'aventure elle refuse et qu'elle vous oblige à avoir un compte professionnel, ben vous pouvez la mettre en concurrence et demander à d'autres établissements quelle serait la facturation. Ensuite, il y a les banques en ligne. Il y a des avantages, il n'y a pas que des avantages, mais il y a des avantages à avoir une banque en ligne. La difficulté, bien sûr, c'est que vous pouvez avoir des gens au téléphone, mais vous ne les voyez jamais physiquement. Donc, et notamment pour les remises de chèques, ça peut être un petit peu compliqué. Là, je trouve qu'on est allé un tout petit peu trop vite et je ne sais pas ce qui s'est passé. Je voudrais revenir ici sur les indications sur les factures. Il y a une mention en revanche obligatoire dès lors que vous n'êtes pas assujetti à la TVA et que vous n'en avez pas fait, bien sûr, le choix par option. Vous devez systématiquement, sur toutes vos factures, quand vous avez de la facture à faire, à établir, hein, ce qui n'est pas le cas de toutes les activités, vous devez indiquer une mention obligatoire, c'est TVA non applicable, et c'est l'article 293B du Code général des impôts. Toujours... Pardon, excuse-moi Alain. Peut-être qu'on peut préciser en fait sur ces obligations, puisque ça vient vraiment de sortir il y a une semaine en fait. Il y a eu, alors vous avez sûrement tous, enfin, par rapport à vos questions, vous avez entendu parler de cette loi sur les indépendants là qui date de février, qui est entrée en vigueur uniquement le 16 mai. Malheureusement, on vous en parle pas énormément parce que il n'y a aucun décret, aucun arrêté, aucune circulaire qui est sortie, donc on a encore très peu d'informations certaines en tout cas. Alors j'ai répondu, mais de temps en temps, j'ai du mal à répondre, donc je ne sais pas si c'est passé. Les EIRL n'existent plus depuis le mois de février. Ça, c'est sûr, on en est sûr. Voilà. Pour les auto-entrepreneurs, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'entreprise individuelle va avoir une réglementation un peu différente, notamment au niveau du régime fiscal, au niveau de la protection du chef d'entreprise, etc. Pour les auto-entrepreneurs, on n'a pas plus d'infos que pour les autres, donc on est encore dans du flou. La seule chose, c'est que depuis la semaine dernière, ce qui est entré en vigueur également, c'est que vous êtes obligé, que ce soit sur vos factures, sur vos devis, sur votre compte bancaire, sur tous les documents officiels, de mettre avant ou après votre nom, ou alors, je ne sais pas sur avant ou après votre nom ou votre nom d'usage, en fait, la mention soit entreprise individuelle en entier, soit EI. Et ça, effectivement, c'est une nouveauté là, juste de la semaine dernière. Donc, ça, c'est quelque chose dont on est sûr et qu'il faut prendre en compte dès maintenant. Je réponds juste parce que je crois que ce n'est pas passé. Non, vous n'avez pas, même si vous faites plus de 10 000 euros de chiffre d'affaires pendant 2 ans, ce n'est pas un compte pro où vous êtes obligé de l'avoir, c'est le compte bien dédié à l'activité professionnelle. Donc, comme l'a dit Alain, que vous êtes obligé d'avoir, donc un deuxième compte perso ou un compte bancaire pro ou un compte en ligne, etc. Parce qu'il y a des banques qui ne font que des comptes pro, mais qui l'adaptent à une situation d'un auto-entrepreneur. Donc, c'est jamais un compte pro pour les auto-entrepreneurs, mais c'est un compte dédié à cette activité-là. Je reviens juste 2 secondes par rapport aux EIRL parce qu'il y a eu une question tout à l'heure et c'est impossible de répondre par le chat.
Quelqu'un a demandé ce que c'était la différence avec une SAS. Alors, la SAS, c'est une société déjà, et c'est une société particulière où le dirigeant, qui s'appellera un président, un directeur général, un directeur, sera considéré comme un assimilé salarié. Ça, si vous voulez avoir des infos là-dessus, je vous conseille d'aller sur notre chaîne YouTube, l'actu des URSSAF, où vous retrouverez des webconférences sur la création d'une auto-entreprise, mais également sur la création des autres statuts où on explique les différences. Parce que là, c'est vraiment trop long, malheureusement. La SAS, c'est la société par action simplifiée et elle peut être SASU, c'est-à-dire unipersonnelle. C'est-à-dire qu'une seule personne peut très bien créer sa propre SAS. Il en est à ce moment-là le seul dirigeant, il a de compte à rendre qu'à lui-même. Toujours dans la rubrique comment ça marche. Le micro-entrepreneur est tenu à un minimum quand même de rigueur en matière de tenue de livres comptables. Même s'il n'a pas d'expert comptable, il doit quand même lui-même s'astreindre à la tenue de livres comptables. En particulier, il doit tenir le livre, ce qu'on appelle le livre-journal, où il inscrit toutes ses recettes et toutes ses dépenses de façon chronologique et sans rature. C'est important parce qu'en cas de contrôle, l'administration, notamment fiscale, peut très bien donc vous demander ce type de document et s'assurer que vous n'avez rien raturé sur ce document. Cet outil, vous pouvez le trouver en papeterie, ça s'appelle donc un livre de recettes dépenses. Vous pouvez aussi le tenir de façon dématérialisée. À l'ADI, nous-mêmes, nous avons notre propre support et quand nous terminons les formations de Je deviens entrepreneur, on leur explique comment ça se complète et on leur adresse en ligne. L'ensemble des justificatifs également doit être, l'ensemble des pièces comptables doivent être conservées pendant 10 ans. Ça fait partie de vos obligations, donc vous devez conserver toutes les pièces pour pouvoir justifier de vos dépenses ou de vos recettes. En cas d'activités multiples mais distinctes, les unes des autres, le micro-entrepreneur devra tenir un livre-journal pour chacune de ces activités. Je prends un exemple, hein. Vous êtes commerçant sur les marchés le matin et puis l'après-midi, vous êtes VTC, hein, voiture de transport avec chauffeur. À ce moment-là, vous devrez tenir 2 livres de recettes dépenses. Ce sont 2 activités qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. En revanche, si l'activité est mixte, par exemple, donc vous êtes commerçant, mais vous faites également de la prestation. Hein, ça peut être un plombier qui va installer des baignoires, mais qui vend également des robinets. Eh bien, à ce moment-là, vous pouvez tenir qu'un seul livre-journal. Et les recettes doivent être bien distinguées entre ce qui concernera l'achat-vente de la prestation de service que vous apportez en tant qu'artisan. La protection des biens, en particulier. Agnès. Oui, alors, au niveau de la protection, il y a les fameuses assurances, ça on les connaît toutes. Alors, il y a déjà l'assurance responsabilité civile professionnelle. Ça, c'est une assurance que l'on vous conseille vraiment de prendre parce qu'aujourd'hui, vous le savez, enfin, ce n'est pas un scoop, hein, c'est vraiment la société qui est comme ça. Les personnes sont de plus en plus procédurières et ce qui fait que quelle que soit l'activité en fait que vous allez exercer, quelqu'un peut toujours se retourner contre vous parce que il n'est pas content de ce que vous avez fait. Alors, le mieux, bien évidemment, hein, c'est de pouvoir régler cela à l'amiable. C'est ce qui coûte le moins cher, qui va le plus vite et qui vous permet de ne pas être trop pourri sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est l'idéal. Si vous travaillez avec des particuliers, vous serez obligé de prendre un médiateur à la consommation. Ça, c'est la loi à la consommation. Là aussi, vous aurez la liste de ceux qui sont homologués par les pouvoirs publics sur nos sites Internet. Ça va être une deuxième tentative, en fait, de règlement à l'amiable avec une tierce personne. Et puis, si ça ne marche pas, il y aura cette fameuse assurance responsabilité civile professionnelle qui viendra par la suite avec forcément un peu plus de lenteur parce que ce sera bien évidemment avec des documents, avec éventuellement s'il faut aller jusqu'au procès, enfin bon, etc., ça devient un peu plus compliqué, mais vous aurez aussi une aide juridique par rapport à cela. Il y a des activités où vous êtes obligé d'avoir une assurance spécifique, notamment dans le cas des artisans, ça peut être soit une assurance décennale, soit une biennale, selon ce que c'est comme activité au sein du bâtiment. Donc, il faudra bien évidemment la prendre. Ça, c'est vraiment une obligation pour tout le monde. Ensuite,
Il sera important, si vous avez un local, bien évidemment, de l'assurer. Si vous recevez du public chez vous, eh ben, il faudra aussi le signaler à l'assureur pour prendre en charge une assurance spécifique. Si vous utilisez un véhicule à titre professionnel, eh bien, il faudra faire une extension là aussi sur cette assurance-là pour que vous soyez pris en charge si vous avez un accident dans le cadre de votre activité professionnelle. Donc, tout cela, il faut bien faire le point avec votre assureur pour que vous soyez couvert et qu'il n'y ait pas de problème. Et puis, une assurance, vous devez avoir des relations avec votre assureur régulièrement, surtout si vous avez, d'ailleurs, l'assureur en général fait un point avec vous assez régulièrement. Mais si, je ne sais pas, vous changez de local, ou vous agrandissez, vous prenez plus grand, enfin, vous changez quoi que ce soit, il est important de le signaler pour que tout soit vraiment bien pris en compte pour que vous n'ayez pas de problème si malheureusement il arrivait quelque chose. Ensuite, cette assurance, vous serez obligé de mettre le numéro de votre contrat sur vos devis et vos factures. Ça, c'est pour rassurer aussi vos clients, pour qu'ils soient sûrs que vous soyez bien assurés que si malheureusement il arrive quelque chose, parce que ça peut arriver à tout le monde, hein, c'est comme ça, ça fait partie de la vie. Donc, il faudra qu'ils puissent vous le signaler et que vous puissiez vous appuyer sur votre assurance pour que ce ne soit pas vous, à titre personnel, qui soyez obligé de le faire. Et puis, pour être le mieux protégé possible, il est important d'établir des conditions générales de vente, mais aussi, dans certains cas, des conditions générales de service. Il n'y a pas que sur la vente. Et là, il faut que vous rapprochiez de personnes compétentes pour vous aider à les remplir et à les établir, ces conditions générales de vente, pour que là aussi, vous soyez protégé s'il arrive quelque chose. Vous savez, ces conditions générales de vente, c'est ce qu'on lit jamais en général hein, quand on achète quelque chose ou quand on fait quelque chose. Et quand il y a un problème, c'est ce sur quoi c'est ce à quoi on peut se référer pour savoir qu'est-ce qui est pris, qu'est-ce qui n'est pas pris en charge, jusqu'où on peut aller, etc. Et là aussi, c'est une façon de vous protéger également. Absolument. Concernant ces conditions générales de vente, on dit qu'elles sont opposables au tiers. C'est-à-dire que dès lors qu'elles ont été établies et qu'elles ont été remises à votre client, vous pouvez vous appuyer dessus en cas de sinistre ou en cas de litige. Concernant la médiation, j'ai vu qu'il y avait pas mal de questions sur la médiation. Elle est obligatoire. Il faut avoir dans vos conditions générales le nom de votre médiateur ou sur votre site internet. Si vous avez un site internet, vous devez indiquer le nom du médiateur qui, lui, doit être là pour essayer de désamorcer un conflit ou un litige que vous pourriez avoir avec l'un de vos clients. La plupart du temps, concernant la médiation, ce sont les syndicats professionnels qui vous indiquent quel est le médiateur qu'ils ont retenu, ce qui vous permet de bénéficier de conditions avantageuses pour pouvoir souscrire au service du médiateur. Oui, il y a des associations aussi, mais n'hésitez pas à aller voir le lien. Il y a forcément des médiateurs qui sont plus… Par métier. Qui sont plus spécifiques par métier. Et c'est intéressant de prendre cela parce qu'ils connaissent bien justement les métiers et pour eux, c'est plus facile aussi. Et pour vous, c'est plus rassurant. Alors, au niveau d'immatriculation, on a vu tout à l'heure, on en a déjà parlé, qu'il fallait passer par un centre de formalité des entreprises. Qu'est-ce que c'est ce centre de formalité? En fait, c'est que si vous le faites sur Internet, ça va être par auto-entrepreneur.ursaf.fr. Malgré tout, vous allez être réorienté vers les sites de la chambre de métier ou de la chambre de commerce si vous êtes un artisan ou un commerçant. Si vous êtes une profession libérale, vous resterez sur auto-entrepreneur.ursaf.fr tout au long de votre immatriculation. Pourquoi? Parce que ce centre de formalité des entreprises, il a l'avantage de pouvoir prendre en charge déjà votre immatriculation et de prévenir l'ensemble des organismes qui doivent connaître la création de votre entreprise. Et ça, c'est important. Donc, ça veut dire que si, par exemple, vous avez une activité libérale, c'est l'URSSAF qui va prévenir les impôts, qui va prévenir la caisse primaire d'assurance maladie, qui va prévenir l'assurance retraite ou qui va prévenir la CIPAP si vous avez une activité réglementée, de la création de cette entreprise. Donc, c'est important vraiment de passer par là. Et puis, de toute façon, pour déclarer votre activité, qui transmettra aussi cette information à l'INSEE pour que vous puissiez recevoir votre numéro SIRET, qui sera en fait l'identification de votre entreprise. Donc, c'est vraiment important. À partir du moment où vous faites vos déclarations en ligne, elles sont gratuites.
Malgré tout, attention, parce que quand vous êtes à la chambre de métier ou à la chambre de commerce, vous êtes obligé d'être inscrit au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés. Et ça, ce n'est pas quelque chose que vous pouvez faire directement, puisqu'il faut que vous ayez votre numéro SIRET pour pouvoir le faire. Donc, cette immatriculation-là sera payante. En revanche, si vous préférez aller auprès des chambres consulaires pour vous faire accompagner pour créer votre activité, ce qui va plus vite aussi, hein, très honnêtement, là, c'est un coût d'accompagnement qui sera pris en charge. Mais tout sera fait d'un seul coup, votre dossier sera nickel. Les inscriptions au répertoire ou au registre du commerce seront également intégrées dedans. Voilà, si vous le faites auprès de l'URSSAF, on n'a pas les mêmes statuts, donc nous, c'est gratuit. Voilà, c'est juste comme ça. Donc voilà, vous le faites comme vous le souhaitez, soit sur le site, soit sur un des sites de la Infogreffe ou cfe-métier.com, soit sur le site auto-entrepreneur.ursaf.fr ou auprès des chambres consulaires. Et j'en profite juste pour dire que ce centre de formalité des entreprises, il est important au départ, mais si un jour vous souhaitez arrêter cette activité pour X raison que ce soit, eh bien, il faudra aussi faire une démarche pour arrêter l'entreprise, en fait, pour que là, encore une fois, l'ensemble des organismes soient prévenus de cette radiation. Pourquoi? Parce que si vous souhaitez recréer une activité plus tard, eh bien, votre dossier il sera nickel. Autrement, on en a tous les jours qui oublient un peu de faire cette cessation d'activité. Du coup, il reste des informations dans les systèmes d'information de tous les organismes et du coup, c'est beaucoup plus long pour pouvoir recréer quelque chose par la suite. C'était une des questions, ça tombe bien qu'il y ait répondu, Agnès, c'était une des questions dans le chat. En cas de cessation, effectivement, il faut obligatoirement informer l'URSSAF qui se chargera de prévenir un certain nombre de prestataires. Alors, l'URSSAF ou la chambre de commerce ou la chambre des métiers, la chambre des métiers, centre de formation. selon l'immatriculation, absolument. On va continuer par les services en ligne qu'apporte l'URSSAF et l'accompagnement, la nature de l'accompagnement réalisé par l'URSSAF. Bien sûr. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on essaie de développer des services en ligne. Alors, j'en ai parlé un tout petit peu tout à l'heure pour les déclarations où on vous calcule tout, où on fait des alertes, etc. Le but est de vous rendre autonome vraiment le plus possible sur votre activité et sur la gestion, parce que c'est important. Vous êtes quelque part dans vos métiers, vous êtes tous bons, c'est pas le sujet. Ce qu'il y a, c'est qu'après, la différence aujourd'hui sur les entreprises et sur la vie des entreprises et sur leur extension, sur leur progression, ça va être quoi? Ça va être la gestion qui est vraiment importante, ça va être l'anticipation, ça va être la commercialisation. Donc, il ne faut pas se dire, moi, je suis bon techniquement dans mon job et ça suffit. Non, aujourd'hui, ça ne suffit plus. C'est un package. On devient chef d'entreprise. C'est vraiment quelque chose de global. Et la gestion, l'anticipation, tout ce qui est prévision, tout ce qui est commercialisation, c'est important de pouvoir être aussi, peut-être pas aussi bon, mais avoir en tout cas de très bonnes notions pour pouvoir faire fructifier votre activité. Et nous, au niveau des services en ligne, on va essayer donc de vous simplifier toutes les démarches pour que vous ne perdiez pas de temps avec ça. Et donc, sur le site internet ou sur l'appli mobile, vous allez retrouver votre historique de déclaration, vous allez retrouver un tableau de bord, vous allez retrouver votre calendrier de déclaration, vous allez pouvoir faire, on l'a déjà dit, vos déclarations, vos paiements, vous allez pouvoir échanger avec nous, vous allez éventuellement, dans certains cas très particuliers, même si normalement vous ne devriez pas avoir de problème pour payer vos cotisations, puisqu'on attend que vous ayez encaissé l'argent pour les payer, mais ça peut arriver quand même, vous pourrez faire des demandes de délai. Et puis, vous pourrez aussi télécharger des attestations. Ces attestations, elles sont importantes. Il y en a une qui est pour justement la contribution à la formation professionnelle. Du coup, ça vous permettra d'avoir éventuellement une aide financière. Il y aura une fois par an l'attestation fiscale pour vous aider à faire votre déclaration d'impôt. Et puis, il y a une attestation qui s'appelle l'attestation de vigilance. Cette attestation de vigilance, en fait, elle prouve que vous êtes bien déclaré, que vous êtes à jour de vos cotisations. Et ça, vous pouvez avoir vos fournisseurs qui vont vous le demander. Si vous travaillez avec des partenaires, ils vont vous le demander aussi. Si vous faites de la sous-traitance, ce sera la même chose. Si vous répondez à des marchés publics, vous serez obligé de la transmettre ainsi que l'attestation fiscale. Et cela, si vous êtes à jour, il suffit d'aller sur votre compte ou sur l'appli mobile et vous pourrez l'avoir directement. Et puis, vous pourrez échanger avec nous, bien évidemment, si vous le souhaitez, via votre espace en ligne, votre compte en ligne pour nous adresser des messages. Et puis, au niveau de l'accompagnement,
notamment pour les auto-entrepreneurs en Aquitaine, on a une offre qui s'appelle Parmea. Alors, pour ceux de Poitou-Charentes, vous avez d'autres offres certainement qui sont peut-être pas, qui s'appellent pas de la même façon, ça c'est clair. Mais vous avez des offres qui sont aussi présentes pour vous accompagner au début de votre activité. Jusqu'au moment de la première déclaration, vous pouvez avoir des entretiens téléphoniques, vous pouvez nous rencontrer soit avec des rendez-vous ou sans rendez-vous. Vous irez voir par rapport à vos URSSAF sur nos sites internet les jours où on reçoit sans rendez-vous ou les jours où vous pouvez prendre des rendez-vous qui peuvent être des rendez-vous téléphoniques avec des horaires fixes pour pas que vous perdiez de temps là aussi. Du coup, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Et ça sera la possibilité aussi d'avoir des contacts avec nous parce que nous, on vous connaît un petit peu moins, à part des échanges comme ça aujourd'hui avec vous avant la création d'entreprise. Mais une fois que vous avez créé, on sera votre partenaire tout au long de la vie de votre entreprise. Et cet accompagnement, il sera là si ça va bien ou si vous avez des questions. Mais on le sait, une entreprise, malheureusement, c'est comme dans la vie. Il peut y avoir des hauts et des bas. Eh bien, si vous avez des difficultés, on sera là aussi. La seule chose qu'il ne faut pas faire, c'est pas faire l'autruche. Si vous avez un problème, appelez-nous directement, prenez contact avec nous. Il y a souvent des solutions si on ne laisse pas envenimer la situation. Il peut y avoir des aides. Il y a de l'action sociale qui est mise en place. Vous pouvez avoir des aides, même si vous avez des intempéries, des problèmes de santé, des choses comme ça. Alors, ça ne sera pas toujours oui parce que ce sont des budgets nationaux et qu'il faut bien les répartir entre tout le monde. Il y a certains cas où ça peut aller vite, d'autres un petit peu plus de façon un peu plus longue. Mais dans tous les cas, ce qu'il faut savoir, c'est pas parce que vous devenez indépendant que vous n'avez plus le droit, au contraire. Et on est vraiment là pour essayer soit nous-mêmes vous accompagner, soit peut-être vous orienter vers d'autres organismes qui pourraient vous accompagner. À cet égard, d'ailleurs, l'URSSAF a été un accompagnant de qualité lors de la crise sanitaire, puisque la plupart. Oui. Voilà. Effectivement, alors, ce qui se passe, c'est que, en fait, si vous voulez, depuis début 2020, il y a eu une grande réforme où vos interlocuteurs sont un peu nouveaux au niveau des organismes du régime général. Et en même temps, on a repris l'action sociale des anciens organismes qui s'occupaient des travailleurs indépendants. Et ça nous a permis, effectivement, pendant toute la crise Covid, de pouvoir mettre en place toutes les mesures qui avaient été prises par le gouvernement pour pouvoir venir vous accompagner aussi pendant cette période-là, ce qui continue encore pour certaines activités. Certaines activités qui ont été en difficulté en fin et en tout début d'année. Très bien. Il est presque 11h30. Notre mission, je crois, est accomplie. On arrive donc au terme de ce webinaire. On vous remercie beaucoup, Agnès et moi, de votre écoute et puis également de l'ensemble des questions que vous avez posées. On a essayé de répondre à un certain nombre d'entre elles en direct. Je le redis pour ceux qui n'étaient pas au début de ce webinaire et de cette présentation. Vous pouvez vous inscrire sur notre site adi.org pour pouvoir venir poser des questions en direct avec des conseillers de l'ADI le 3 juin prochain, c'est un vendredi. Donc prenez rendez-vous pour être certain d'être le mieux servi possible et de ne pas avoir à attendre. Et puis également, je voudrais vous donner 2 autres dates importantes. Un certain nombre d'entre vous qui ont participé à ce webinaire avaient déjà participé à des webinaires précédents. Je voudrais vous rappeler qu'il y en a encore 2 autres et qui sont également tous les 2 très, très intéressants. Le 24 mai prochain, il y en a un qui concerne la création et le développement d'un projet sans prêt bancaire. C'est quand même assez sensible, dirons-nous. Et puis, le 25 mai prochain, il y en a un autre qui s'appelle « Gagner en visibilité et trouver des clients ». Voilà. Je vous remercie beaucoup. Agnès, je vais te laisser le mot de fin. Voilà. Merci à tous d'avoir participé. On vous dit à bientôt, plus rapidement peut-être à l'ADI, mais pensez bien que l'URSSAF reste un partenaire à vos côtés dès que vous aurez créé votre entreprise. Voilà. Et bonne chance à tous pour la création de votre entreprise en essayant d'aller le plus loin possible. Là. Voilà, et félicitations. Énormément de réussite. Merci beaucoup. Au revoir à tous. Merci, au revoir.